Yep, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tu m'entends bien. Parce que entre le bébé de la voisine qui hurle, le voisin par là qui a décidé de tondre sa pelouse, je suis encerclée, mais bon. Il commence à se faire un petit peu tard, donc j'ai attendu. Je vois que ça ne change pas, alors je balance ma vidéo. C'est parti, nous sommes aujourd'hui le 2 avril. Le 2 avril représente beaucoup de choses pour moi. D'abord, c'est le lendemain du 1er avril qui est, non pas les poissons d'avril, mais qui est la date de création de mon entreprise. Donc, il y a déjà 6 ans ou 7 ans. Je ne suis pas forte en calcul mental et j'ai un peu la flemme là. Mais dans ces eaux-là. Donc, je suis quand même contente parce que quand je l'ai créé, je n'ai jamais pensé que j'allais dépasser même 1 an. Bref. Et ensuite, c'est aussi la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Et ça fait, là par contre, 23 ans d'expérience, puisque mon fils Malcolm a 23 ans, il va avoir 24 ans cette année, et il est autiste. Donc, on va commencer déjà par poser les bases. Mon fils est autiste à l'époque. On appelait ça des autistes haut niveau. Donc ça voulait dire, ils ont toujours voulu classer en fait les autistes, Asperger, machin et tout. Mais en fait, dès que tu n'avais pas de déficience intellectuelle et que tu étais verbal, enfin voilà, tu étais automatiquement classé dans cette catégorie à l'époque. Maintenant, il y a différentes sous-catégories, etc. Mon fils n'a pas du tout envie de faire le test parce que pour lui, il ne voit pas l'intérêt. Si lui n'a pas envie, moi non plus. En fait, je vois pas. Voilà. Donc pour l'instant, quand on me demande mais quel type d'autiste, machin, il est autiste. C'est tout. Pas chercher. Voilà. Je te mets là maintenant ce que tu dois savoir sur en France actuellement, où est-ce qu'ils en sont sur l'autisme. Je te laisse écouter. Ma question s'adresse à Madame la ministre en charge des personnes handicapées. Le 2 avril prochain aura lieu la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Tous les Français sont alors invités à porter du bleu pour exprimer leur soutien au mouvement. En France, 700 000 personnes vivent avec un trouble du spectre de l'autisme, lequel touche chaque année environ 1,2% des naissances, soit 7 500 bébés. Elles doivent affronter alors l'incompréhension de la société quant à leur handicap invisible, marqué par une représentation souvent très caricaturale. La stratégie nationale pour la période 2018-2022 pour l'autisme et les troubles du neurodéveloppement a travaillé sur tout le parcours de vie des personnes touchées par l'autisme. Nous avons vu des progrès quant au repérage précoce des enfants de moins de 7 ans, mais aussi une présence plus importante des élèves autistes au sein de l'école de la République et enfin des avancées en termes de recherche. Cette stratégie a permis de travailler avec différents ministères, santé, éducation nationale, enseignement supérieur, travail, logement. Elle a été déployée dans chaque région et nous montre à quel point la coordination entre les services de l'État et ceux des collectivités est essentielle et cruciale dans la prise en charge du handicap. J'en suis persuadée, le handicap doit s'inscrire dans une politique globale, transversale, dans une logique de co-construction avec tous les ministères. Ce travail est aujourd'hui largement amorcé. Néanmoins, et malgré ces grandes avancées, encore trop de familles concernées restent isolées, sans accompagnement adapté ni solution de répit. Des familles en détresse qui, hélas, parfois s'effondrent. Alors, Madame la Ministre, quel bilan tirez-vous aujourd'hui de la stratégie 2018-2022 et quelle suite est envisagée aujourd'hui? Je vous remercie. Merci beaucoup. Voilà, maintenant que tu as entendu ça, tu auras la réponse de notre ministre à la fin de la vidéo. Là, tu as eu des chiffres, tu as eu tout ce qui était le plus impersonnel possible, tout ce qui était théorique, tout ce qui était sur les papiers, tout ce qui est normalement faisable. Et maintenant, je vais te parler, moi, de ma vie, de ma vraie vie. Et pour ça, je t'ai posé la question sur Instagram. Voici mon Instagram. Si tu ne me suis pas encore, c'est le moment, parce que le contenu que je mets sur Instagram et le contenu ici est complètement différent. Peut-être que ça ne te plaira pas. Va jeter un œil. Sur Instagram, je suis plus dans l'humour. Je suis plus dans montrer mon quotidien avec ma famille. Je suis plus dans... c'est un peu plus léger. Mais même quand il y a de l'humour, il y a toujours un message que je veux faire passer. Toujours pareil, la tolérance. D'ailleurs, tu verras sur mon Insta, comme c'est écrit, My body, my rules. Ça veut dire, en gros, c'est mon corps, mes règles. Donc, je ne veux pas dire à qui que ce soit de faire comme ça, comme ça, comme ça. Tout comme je n'ai pas envie qu'on vienne me dire, tu devrais faire ça, ça, ça. J'ai toujours eu horreur de ça.
Donc voilà, conseils bienveillants, ok, mais conseils de personnes que je ne connais pas qui passent par là et qui viennent te dénigrer, no way. Donc, ceci étant dit, je suis en train de m'éloigner. Et sur Instagram, ce sont des formats courts. Bonne nouvelle pour ceux justement qui n'aiment pas les vidéos longues comme celle-ci. Ce sont des formats courts puisque ce sont des petites vidéos entre 10 à 90 secondes. Pas plus, basta. Par contre, il y a plus de contenu parce que j'essaye de poster tous les jours. Alors qu'ici, c'est une fois par semaine, chaque dimanche. Donc, je vous ai posé des questions sur Instagram. Une question, qu'est-ce que tu aimerais connaître de mon quotidien concernant l'autisme, puisque je savais que j'allais préparer une vidéo où j'allais parler de l'autisme en vue de cette fameuse date du 2 avril. Et voici les questions que vous m'avez posées. On va y répondre ensemble. Que fait votre fils maintenant? J'ai toujours du mal à répondre à cette question parce que même quand on me la pose à moi, hein, qu'est-ce que tu fais? Je vis, je profite de la vie. Je suis dans une philosophie depuis, alors ma fille a 7 ans, ça m'est arrivé quand j'étais enceinte d'elle en fait, donc on va dire depuis 8 ans, où je vois la vie autrement. Je vois la vie autrement, ça fait un peu penser au livre que j'avais lu, que l'on a 2 vies. La deuxième, c'est quand tu te rends compte que tu n'as qu'une seule vie et du coup, bah, ton cerveau il switch, tu vois. Moi, je pense que j'ai switché il y a 8 ans. Combien de jours on a de zone vie pour vivre? On vit en général que 30 000 jours jusqu'à l'âge de 82 ans. Hein. Après, on est foutu, malheureusement. Mais c'est aussi bien d'être foutu parce que je pense qu'il y a quelque chose après qui est encore mieux qu'ici. C'est pour ça qu'il faut le vivre à fond. Il ne faut pas avoir... Et en fait, je veux vivre pleinement en faisant des choses qui me font plaisir, des choses qui me passionnent. Et je ne veux pas être définie par mon métier, absolument pas. Donc, cette question pour mon fils, j'ai du mal à y répondre, tout comme moi, si tu me demandais qu'est-ce que je faisais. Maintenant, je prends du recul, soyons honnêtes. Je suis, je ne sais pas, dans un cabinet médical ou je ne sais pas où et on me demande qu'est-ce que je fais dans la vie. Je ne vais pas répondre tout ce que je viens de dire là parce que je pense que le médecin va se demander est-ce que je ne suis pas un peu trop détendue là? Qu'est-ce que je prends comme médoc? Donc, bien sûr, quand je vais lui répondre, je suis aussi prothésiste angulaire, j'aime partager sur les réseaux sociaux, donc ce que les gens aiment appeler influenceuse. Ça, c'est la réponse bateau que les gens aiment que l'on réponde. Mais le problème, c'est que quand tu réponds ça, ça te met dans une case, tu vois, tu as une étiquette sur le front avec tous les préjugés qui vont avec. Moi, quand j'entends le mot influenceuse, ça ne me ressemble pas, je suis désolée. Quand je regarde ce que l'on te montre, quand on te parle des influenceuses à Dubaï qui te parlent des produits, blablabla et tout, ce n'est pas, absolument pas ce que je fais. Enfin bref. Je me disperse beaucoup aujourd'hui. J'essaye de... je sens que j'ai beaucoup de choses à dire. Donc, qu'est-ce que fait mon fils aujourd'hui? Je l'apprends à être autonome. Voilà, si ça te va comme réponse. Sinon, il vit sa vie. Là, au moment où je fais la vidéo, il est dehors. Pour tout te dire, là, au moment où tu regarderas cette vidéo, où tu regardes cette vidéo, nous sommes le 2 avril et je vais la mettre en ligne à 7 h du matin. Mais là, aujourd'hui, nous sommes le 29, mercredi 29 mars. Poupoune est dans sa chambre, elle joue, Malcolm est dehors. Il va rentrer plus tard. Voilà. Il fait sa marche, il s'aère, enfin bref, il vit sa vie quoi. Il a 23 ans, voilà. Ensuite, deuxième question, comment s'est déroulée sa scolarité? Alors, il a été en maternelle, il a redoublé sa dernière année de maternelle. Oui, c'est possible, on peut redoubler la maternelle. Il a redoublé la dernière année de maternelle parce qu'il ne verbalisait pas, il ne parlait pas. Et donc, la maîtresse, qui à l'époque était aussi la directrice de la maternelle, m'a dit qu'elle ne peut pas l'envoyer en CP s'il ne parle pas. Mais il ne parlait pas du tout, du tout. Même quand tu lui demandais comment tu t'appelles, tu pouvais avoir un bonbon dans les mains, il lui demandait est-ce que tu veux le bonbon, il n'allait pas te dire oui, il allait tendre la main. Et si tu ranges le bonbon, parce que j'ai fait 50 000 tests, hein, bien sûr, pour le pousser à parler, il allait se mettre à crier ou te montrer du doigt, machin, tirer ton bras, etc. Mais il n'y a rien qui sortait. Donc, elle m'a expliqué qu'il ne pourra pas parler, il ne peut pas passer en CP s'il ne parle pas, parce que là-bas, on apprend à lire, à compter, l'alphabet, blablabla, et lui, il ne parle pas. Donc, on l'a fait redoubler, ça n'a strictement rien changé. Bref, c'est un autre sujet. Ensuite, il a fait l'école primaire classique. Simplement, il avait une aide avec lui qui, à l'époque, s'appelait une AVSI. Je pense que maintenant, ça s'appelle une AESH, je ne sais pas. Enfin bref, à l'époque, c'était une AVSI.
D'abord, c'était une AVS. Ensuite, ils ont rajouté un I, AVSI. Ensuite, il a été au collège. Là, par contre, il a été en Ulysse, aux Abîmes, donc une commune qui est à côté d'ici. Je n'habitais pas à Bemao à l'époque, ça me faisait quand même assez loin. Mais pourquoi je l'ai envoyé quand même là-bas? Parce que l'Ulysse était une Ulysse autiste. C'était une classe spécialisée autiste. Donc, sachant qu'il y avait une classe spécialisée autiste, même si c'était à 30 minutes de voiture le matin, vas-y, quoi. Enfin, voilà, c'était pas grave. Maëlys allait au collège qui était tout près de la maison, mais lui, il allait dans un collège qui était à 30 minutes en voiture de la maison. Mais au moins, il était dans une classe spéciale autiste. Très peu d'effectifs. Je crois qu'il devait être 8 dans la classe. Des autistes à des degrés différents, mais j'allais dire tous autistes. Non, il me semble qu'il y avait une fille qui était trisomique dans la classe. Voilà, je pense qu'il ne doit pas y avoir de structure aussi pour eux et je pense que ça va être un peu compliqué. Mais bon, ça, j'y connais rien, donc je ne vais pas rentrer dans ça. Donc, il a fait sa 6e, 5e, 4e, 3e. Il a passé son brevet des collèges qui a un autre nom. Parce que quand tu es en situation de handicap, ça ne s'appelle pas brevet. C'est un autre nom. Et il l'a eu. Il était très bon à l'école puisqu'il me ramenait des tableaux d'honneur à chaque trimestre. Donc, parfait. Par contre, au lycée, ça allait aller un cran au-dessus. Tu sais déjà, quand tu es en primaire, tu passes au collège, c'est un cran au-dessus au niveau autonomie, indépendance, etc. Et au lycée, il n'allait pas pouvoir suivre et surtout, il ne voulait pas y aller. Donc, faire un autiste, faire quelque chose qu'il ne veut pas, c'est pas possible. Donc, à partir de là, il a été en IME, établissement médico-éducatif, un truc comme ça, établissement médical éducatif. Donc, il a fréquenté une IME qui était à Marie-Galante. Donc là, c'est encore plus loin que les 30 minutes puisque c'est sur une petite île qui est à côté de la Guadeloupe. Donc, il était là-bas en internat. Il rentrait à la maison le week-end seulement. Il repartait donc le lundi matin, il revenait le vendredi soir, il dormait là-bas. Il est resté je ne sais plus combien d'années, mais presque à la fin, parce qu'en fait, quand il est arrivé à 18 ou 19 ans, il y a eu un scandale là-bas où il y a eu 2 enfants qui ont été violés. C'était 2 garçons, ça m'avait choqué énormément. J'avais fait une vidéo, il faut que je la retrouve et je te mettrai le lien dans la barre d'information. Et du coup, j'ai enlevé mon fils parce que j'avais écrit un mot au directeur de l'époque qui s'appelait Monsieur Poulet à l'époque. Il a un nom qui fait que je me souviens. Et qui m'avait fait comprendre que de toute façon, tant que l'enquête était en cours, la personne en question était encore dans l'internat. Moi, j'ai enlevé mon fils parce que je me suis dit que si un jour tu touches mon fils, déjà, est-ce qu'il saura verbaliser qu'on lui a fait quelque chose? Est-ce qu'il pourra me le dire? Et s'il me le dit, je vais aller à la nage étrangler tout le monde. Donc, pour éviter que ça arrive, j'ai enlevé mon gamin de là. Voilà. Et c'est à partir de là que Malcolm est sorti du circuit. Voilà. Il faut que je trouve cette vidéo et je te la mettrai dans la barre d'information parce que ce jour-là, dans la vidéo, j'avais montré le courrier, j'avais montré aussi parce que c'était passé aux infos, c'était passé sur le France Antilles, c'était passé partout ce truc-là, ça avait fait un scandale. Mais ça arrive souvent dans ces établissements, malheureusement. Donc, il y a beaucoup de parents qui, par exemple, enlèvent leurs enfants. Il y en a d'autres qui ne peuvent pas parce que moi, je sais que j'ai parlé à des mamans qui m'a dit non, elle est les mamans solo toute seule, elle ne peut pas enlever son fils parce que si elle l'enlève, elle ne peut pas travailler. Donc, c'est un risque qu'elle a pris, elle l'a laissé quand même. Et ensuite, eux, ils ne connaissent pas la crise parce que de toute façon, comme il y a très peu d'établissements, au bout d'1 an ou 2, on n'en entend plus parler de ça. Je suis sûre qu'au moment où je te dis ça, il doit y avoir des mamans en Guadeloupe ou peut-être leurs enfants sont à l'IME Mayolette de Marie-Galante et ne sont pas au courant qu'il y a eu ce scandale. Parce que bien sûr, eux, à la rentrée, ils vont éviter d'en parler. On n'en parle plus après, ça se tasse. Et puis, ils doivent croiser les doigts que ça ne se reproduise plus. Mais donc, pour eux, ce n'est pas un problème. Mais moi, j'ai enlevé mon fils. Ensuite, penses-tu qu'il pourra avoir un travail plus tard? Qu'il ait un travail plus tard n'est pas un objectif pour moi. Honnêtement, s'il veut travailler et qu'il veut en avoir un, ben ouais, vas-y, mon fils, go. Mais pour moi, ce n'est pas un objectif. Pour moi, mon objectif, c'est qu'il soit indépendant, c'est-à-dire qu'il puisse être dans son petit appartement, petit studio, ou alors s'il ne peut pas être dans son... Moi, j'aurais aimé qu'il soit dans un petit studio. Maintenant, s'il ne peut pas être dans une... Comment ils appellent ça, les maisons... Un foyer d'accueil. Sinon, qu'il soit dans un foyer d'accueil, mais je le vois plus... Il est très solitaire, mon fils. C'est vraiment comme moi. Nous, on est des crabes, quoi. On aime bien être tout seul chez nous, machin. Je le verrais bien là. Maintenant, ce n'est pas question de est-ce qu'il veut ou pas, c'est surtout est-ce qu'il pourra. C'est ça, moi, que je vise comme priorité. Voilà.
L'imagines-tu un jour indépendant? Bien sûr que mon fils sera indépendant. Quand je vois le chemin parcouru, c'est énorme. Bien sûr qu'il le sera. J'en suis persuadée. Ensuite, salut Sandra, ton fils a-t-il déjà fréquenté des établissements type IME? Je viens d'y répondre. Si oui, où et comment ça s'est passé? Bah, tu as eu toute l'information et le lien sera dans la barre d'informations si tu veux plus d'informations. Maman, ça fait des informations. Quel type d'autisme a-t-il? Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis contre cette hiérarchisation de l'autisme et mon fils ne voit pas d'intérêt non plus à être à nouveau diagnostiqué parce qu'en fait, on doit te faire des tests, etc. pour voir ton niveau. Avant, on ne te parlait pas de TDA, TDAH, etc. Donc, maintenant, on veut vraiment faire des catégories, des trucs. Je ne sais pas. Mon fils est autiste, il n'a pas de déficience intellectuelle et il est verbal. C'est-à-dire que c'est juste un problème de comportement. Il comprend tout ce que tu lui dis, il te parle, il te répond. Il faut utiliser des mots simples. Il a du mal avec les proverbes ou tout ce qui est, je sais pas, tu vas lui sortir ton truc de pierre qui roule n'amasse pas mousse. Pour lui, tu es en train de dire n'importe quoi parce qu'il va imaginer une pierre qui roule. Enfin, il va pas comprendre ce que tu es en train de lui raconter. Donc, l'ironie lui aussi, il comprend pas. Je sais pas, mais même de l'ironie gros, tu sais, le truc épais, par exemple, il va venir me donner ça, où est-ce que je le mets? Je vais lui dire, mets-le sur ta tête, il va bugger, il va rester un moment avec ça, se demander, mais pourquoi maman veut que je mette ça sur ma tête? Vraiment, il va prendre ça au sérieux. Voilà, mais sinon, il comprend tout ce que tu lui dis, il parle, il aime beaucoup les langues étrangères, l'anglais. Qu'est-ce qu'il faisait la dernière fois? Je crois que c'est de l'italien ou de l'espagnol, un truc comme ça. Il aime beaucoup ça. Puis voilà, c'est juste l'autisme qu'il a, mais il n'a pas d'autisme plus autre chose derrière. Ensuite, le mien a un léger trouble du spectre de l'autisme. Ok. Est-ce qu'il y a des degrés dans l'autisme? Oui, il y a des degrés dans l'autisme. Alors moi, j'aime bien comparer, je le dis souvent, ceux qui sont fidèles m'ont déjà entendu dire ça. Mais pour moi, l'autisme, c'est un peu comme la grippe ou le Covid, puisque dernièrement, on te parlait beaucoup de Covid, mais bon, on va plutôt le comparer à la grippe, dans le sens où 2 ou 3 personnes peuvent avoir la grippe, mais aucun symptôme identique. Il y en a une, elle aura juste son nez qui coule, l'autre, elle aura des courbatures partout, 39 de fièvre, elle sera pétée, la lumière lui fera mal aux yeux, enfin, t'as l'impression au bout de sa vie, elle ne peut pas marcher, etc., etc. Elle passe son temps à dormir, à bouffer des cachetons, faire vex et compagnie d'affilée. Et l'autre, elle aura juste le nez qui coule et peut-être elle va tousser, mais elle ira bosser, elle fait sa vie. Enfin, elle sentira une gêne, elle, mais de l'extérieur, ça ne va pas paraître. D'accord? Pourtant, elle va bien voir que bon, elle est plus fatiguée que d'habitude, qu'elle doit tousser tout le temps, elle a mal à la gorge, que tu vois, elle sent une gêne, mais de l'extérieur, ce n'est pas handicapant. D'accord? Par contre, pour elle, oui, elle fait des efforts. Elle fait des efforts, elle est fatiguée, le médicament qu'elle a pris lui a donné une tape, la fatiguée, mais elle vient quand même bosser, etc. etc. Et puis, tu vas avoir une autre personne qui peut-être aura, j'en sais rien moi, juste mal à la gorge, c'est-à-dire les amygdales enflées, ne peut pas manger, elle a du mal à avaler, etc. Mais n'aura pas de fièvre, n'aura pas les autres symptômes. Tous les 3, ils vont aller chez le médecin, il va leur dire vous avez une grippe, mais ils ne seront pas au même niveau. Ils ne seront pas au même niveau. Il y en a un qui ne pourra pas faire 2 pas de son lit, l'autre, il peut faire sa vie normalement. Enfin, c'est pareil pour l'autisme. Tu as des autistes qui sont plus ou moins... comment je peux dire ça? C'est même pas... j'allais dire qu'ils sont plus ou moins impactés, mais je ne sais même pas si c'est vraiment le mot. Tu en as qui vont réussir à faire leur vie plus ou moins normalement. Pourquoi je dis plus ou moins normalement? C'est-à-dire que vu de l'extérieur, ça ne se verra pas, mais cette personne fait beaucoup d'efforts. Tu vois, comme l'autre que je t'ai dit, qui est fatigué, qui a la grippe, machin, il fait beaucoup d'efforts, l'autre ne le voit pas, mais en fait, de l'extérieur, tu as l'impression qu'il n'a rien. Alors qu'en fait, il fait beaucoup d'efforts pour être là, pour faire comme tout le monde, pour venir travailler comme tout le monde, pour, tu vois, pour paraître comme tout le monde. Et tu en auras d'autres qui seront vraiment pétés et qui aussi n'auront pas envie de faire des efforts. Et puis voilà, les autres, c'est pareil. Tu as plusieurs degrés.
Il y en a, c'est pour ça que quand souvent je montre mon fils et que je dis qu'il est autiste, il y en a plein qui disent « Ah, mais ça se voit pas, on n'aurait pas dit ». Il n'y a pas de faciès. C'est pas comme la trisomie 21 ou quelque chose comme ça. C'est pas tu le vois sur une photo ou quelque chose, tu sais que ah, lui il est autiste. C'est faux. C'est un trouble du comportement. Donc le comportement, c'est la manière dont la personne agit, comprend les choses, etc. Donc tu ne le vois pas en photo. La personne va rester là dans une salle d'attente. Tu rentres dans une salle d'attente, voilà, typiquement. Je te dis que dans la salle d'attente, il y a un autiste. Tu vas pas dire attends, je vais le trouver, laisse-moi voir. Non, si tout le monde est comme ça à te regarder, tu ne verras rien. Ou à lire, à attendre que le docteur les appelle, tu ne verras rien. Donc c'est exactement pareil. Par contre, en côtoyant mon fils, en lui parlant, tu vas te rendre compte qu'il n'agit pas comme j'allais dire les enfants, comme un adulte de 23 ans. Voilà. C'est tout. Ensuite, et lui, alors non, ça c'est la fin d'un message. J'essaye de comprendre. J'en suis où? Là. Moi, je dis juste merci à toi d'être sa maman. Il a de la chance de t'avoir, une mère attentionnée et courageuse et remplie de bonne volonté. Sois fière de toi et de lui. Merci, Tata MJ. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Je me le répète souvent parce que j'ai ce côté aussi perfectionniste où je me dis là, tel apprentissage, ça traîne un peu, ça prend du temps, etc., etc. Et après, je me rappelle que de toute façon, on n'est pas dans une course et que la seule personne avec qui je dois le comparer ou me comparer, c'est moi, comment j'étais hier, et lui, comment il était hier. Et comme il y a une évolution, ben, perfect, on est content. Alors, beaucoup d'amour à vous, merci. J'en suis où? Les adultes autistes, comment sont-ils accompagnés dans l'insertion du travail? Alors, Élodie Précieuse, comme je t'ai dit qu'il y a il y a différents degrés. Il y a des adultes autistes qui vont travailler, qui n'ont pas spécialement besoin d'un accompagnement. Il y a beaucoup... alors, on te dit même que Steve Jobs était autiste. Je n'ai pas l'impression qu'il avait un accompagnement particulier. Il y a beaucoup de personnes très connues. Alors, comment il s'appelle? C'est Neymar. Il y a aussi des footballeurs très connus. Attends, non, je vais regarder. Parce que si je ne regarde pas et qu'après je dis des bêtises... Donc là, je suis sur Google et je tape juste footballeur autiste. C'est bien ça, Neymar. Il a été diagnostiqué à 4 ans. C'est juste un exemple. Voici 10 personnalités qui sont célèbres et qui sont autistes. Et je suppose que ces personnes-là n'ont pas d'accompagnement. Donc, tu vois, ce n'est pas nécessaire d'être accompagné dès qu'on est autiste. Ça dépend de ton degré. Ça dépend de... Est-ce que tu en as besoin? En fait, c'est ça. Est-ce que tu as besoin d'un accompagnement? Parce que tu peux être autiste et vivre parfaitement ta life, être le plus heureux que personne et ne pas avoir besoin d'accompagnement. Donc, je ne vais pas généraliser en disant que les adultes autistes sont bien accompagnés, etc. Il y en a qui n'en ont pas besoin. Maintenant, pour ceux qui en ont besoin, théoriquement, il y a quelque chose qui est prévu à Pôle emploi. Malcolm a la carte, comment ça s'appelle? RQTH. RQTH, qui signifie... Attends, je vais te donner la... Alors, RQTH, qu'est-ce que ça veut dire? Reconnaissance de qualité de travailleurs handicapés. Voilà. Ça leur permet de bénéficier des aides spécifiques. Voilà ce qui est écrit exactement. Donc, tu vois que sur les papiers, tout est fait pour le fait qu'il a la carte RQTH. Sur les papiers, c'est aussi mentionné que les entreprises, arrivées à un certain nombre de salariés, ont le devoir d'embaucher des personnes en situation de handicap. Mais nous savons tous très bien que dans la réalité, ce n'est pas le cas. La plupart préfèrent être taxés, donc payer une amende parce qu'ils n'ont pas embauché de personnes en situation handicapée, que respecter la loi. Donc, écoute... Est-ce qu'il aurait été plus facile de l'éduquer, formation, école, en France continentale? Non. Là, ce qu'il a eu là, il y a la même chose dans l'Hexagone. Hein. Rien de plus, rien de moins. Non. Pour Malcolm, absolument pas. Et je dirais même, ça aurait été pire si je serais restée là-bas. Ils ont besoin, ou alors il aurait fallu que j'aille à la campagne. Ils ont besoin de calme, de paix. Ils ont besoin d'avoir une certaine qualité de vie.
Et moi, là où j'étais en région parisienne, Malcolm ne l'avait pas. Et je suis toujours persuadée que c'est aussi pour ça, je pense, que Malcolm a commencé à parler lorsqu'on est venu en Martinique. C'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Je te mets aussi dans la barre d'informations une autre vidéo où je parle de ça. Je crois que c'est où je dis, quand on a diagnostiqué qu'il était autiste, un truc comme ça, enfin je te le mets. Mais c'est très important la qualité de vie. Aussi bien pour lui que pour moi. Je ne pense pas que j'aurais pu être aussi apaisée et donc disposée pour lui avec l'ancienne vie que je menais. Non. Donc si c'était à refaire, si je pouvais retourner dans le passé, donc là voilà, il a 23 ans, il va avoir 24 ans, donc il y a 20 ans, c'est à peu près à ce moment-là où ça s'est dégoupillé, bien sûr que je dirais à l'ancienne Sandra, casse-toi de là, va aux Antilles. Mais fonce, sors de là. Ensuite, comment se passe une journée type de Marvin? Je ne connais pas de Marvin. Qui es-tu, Nathalie? Who is Marvin? Mon fils s'appelle Malcolm. Journée type. C'est fou, hein? Il y a des questions que j'ai du mal à répondre parce que même si tu m'aurais posé cette question à moi, c'est quoi une journée type à moi? J'ai du mal. Souvent même, on me demande de faire, tu sais, les morning routines ou filmer une journée 24 heures avec moi et tout. Mais le problème, c'est que ma journée d'hier ne ressemble pas à celle d'aujourd'hui et celle d'aujourd'hui ne ressemblera pas à celle de demain du tout. Pourquoi? Parce que je ne suis pas salariée. J'aurais été salariée. Quand tu es salariée, les journées se ressemblent généralement. C'est-à-dire, tu te lèves généralement à la même heure, tu prends ton petit-déj, tu pars généralement à la même heure tous les jours. Tu vas bosser généralement au même endroit. Je dis bien généralement parce qu'il y a salariés, les hôtesses de l'air, les machins, enfin tu sais, il y en a, ça bouge. Mais généralement, c'est tout ça, c'est à la même heure. Tu reviens à la même heure, ta pause déj est à la même heure. Tu reviens, tu dînes à la même heure. Enfin, tout est à peu près pareil chaque jour. Sauf le week-end où là, c'est houhou. Voilà. Sauf que comme je travaille à mon compte, moi, non, je fais en fait ce que j'ai envie de faire. Si j'ai envie de rien faire, de dormir, je vais dormir. Si j'ai des choses à faire, je le fais. Enfin, mes journées ne se ressemblent pas et mon fils est dans cette même liberté. Ses journées ne se ressemblent pas. C'est free. Il y a des jours, il aura envie de cuisiner parce que c'est sa passion, il aime cuisiner. Il va te faire des cookies, il va te faire des gâteaux de Noël, des petits pains d'épices de Noël, alors que c'est pas Noël, hein, c'est pas son problème. Il va te faire des tas de choses. J'entends mon chien, donc je pense que c'est Malcolm qui doit rentrer. Parce qu'il aboie pas, mais il fait du bruit comme s'il est content. Donc, il va faire des tas de choses. Il y a des jours, comme aujourd'hui, je crois qu'il n'a pas allumé la cuisinière du tout. Il y a des jours, il aura ses séries qu'il va regarder. Aujourd'hui, je n'ai pas le souvenir de l'avoir vu assis devant la télé une seule fois. Alors, je vais te dire ce qu'il a fait aujourd'hui. Voilà. Peut-être que ça peut t'aider. Parce que moi, je l'ai vu faire aussi, parce que je ne le surveille pas H24 non plus. Il reste beaucoup, il fait beaucoup comme les, j'aurais tendance à dire comme les ados. C'est-à-dire qu'il reste beaucoup dans sa chambre à l'étage. Donc à l'étage, il a sa chambre, il a ses toilettes, il a sa salle de bain. Donc en gros, le gars, il fait sa vie, je le vois, il descend juste pour manger, quoi. Quasiment. Sur son iPad, il a Internet, il a Netflix, il a Disney+, il a, enfin... Donne ça à un ado et dis-moi combien de fois tu vas le voir descendre et venir te parler là. Il a sa PS, il a Switch, elle est en bas par contre, parce qu'il aime bien la brancher sur la télé pour jouer. Donc quand il joue l'après-midi, c'est surtout l'après-midi qu'il joue à la Switch, c'est en bas. Quand il a envie, il prend ses baskets, il part. Voilà. Des fois, il va faire un tour à Destreland. Des fois, il n'a pas envie, mais il a envie de manger... ça, c'était hier. Il avait envie de manger de la pâtisserie. Il a été dans la boulangerie qui est à la Jaille, enfin bon, à côté de chez moi, près de la Forfouille. Donc, il y va de lui-même. Il me dit toujours où il va, hein, par contre. Hein. Il ne fait pas que s'habiller et je vois la porte fermée. Non, il me dit, je pars, je vais faire tel truc. Je vais marcher, je vais faire ce... Enfin, voilà. Donc, voilà. Il envoie aussi pas mal de messages à sa sœur. Qu'est-ce qu'il fait de particulier? Il n'est pas du tout en contact avec son père. Pas regarder la télé, jouer, dormir, manger, parce que ça a qu'à manger, et sortir. Nous, on a des jours bien précis où on travaille. Le reste du temps, tu fais ce que tu veux de ton temps. Mais on a des jours bien précis
Normalement, c'est le mardi après-midi et le jeudi après-midi. Il y en a un où en ce moment, on apprend à, toujours dans l'autonomie, faire les courses. En ce moment, c'est ce qu'on fait. Donc là, c'est ce qu'on fait en ce moment. Dans 6 mois, peut-être qu'on fera autre chose. Mais en ce moment, c'est ça. Donc, c'est une étape qui était très longue parce qu'il a fallu déjà lui apprendre à faire sa liste de courses. Avant de faire la liste de courses, réaliser que quand tu prends un produit qu'il est presque fini, bah, il faut l'écrire sur la liste de courses. Une fois que tu l'as écrit, que tu as quelques articles, mardi arrive, tu prends ta liste, on va à Carrefour ou je sais pas où, ça dépend des trucs que tu veux acheter. Si c'est des produits cosmétiques, c'est pas là. Enfin bref, on va acheter, on revient. Une fois que ça se sera acquis, parce que tout ça, il y a des étapes, supporter le bruit dans le centre commercial, on n'y va pas un samedi, hein, c'est un mardi, je ne vais pas lui faire cette méchanceté. Te retrouver alors qu'il change les rayons tous les 2 mois, etc. Donc, arriver à gérer tout ça, faire la queue, tout ça. Au début, il ne supportait pas, il allait dans les caisses prioritaires, il sortait sa carte. Maintenant, il ne sort plus du tout sa carte, il patiente, c'est lui. Moi, je lui dis, tu fais comme tu veux. Le jour où tu en as assez, c'est comme un joker. Tu sors ta carte, tu vas dans les caisses prioritaires et voilà. Pour l'instant, je vois depuis quelques temps, il ne la sort pas du tout. Une fois que ça se sera acquis, on passera à l'étape où je vais lui apprendre à budgétiser maintenant. Il ne s'agit pas de dépenser dans le vent. Tu as un budget que tu ne dois pas dépasser. On fera peut-être par semaine, parce que par mois, je pense que ce ne sera pas la première fois, il n'aura pas une bonne visibilité. On fera ça par semaine, je vais lui apprendre. Comme ça, quand tu fais ta liste des courses, il ne s'agit pas d'écrire tout et n'importe quoi. Tu as un budget à ne pas dépasser, etc. Donc tout ça, c'est vraiment pour l'apprendre à être le plus autonome possible. Il sait déjà le faire pour ses vêtements. Ce que je viens de te dire là pour les courses, on a eu le même chemin pour ses vêtements. Quand tu as un vêtement qui est déchiré, qui est taché, etc., avant, il continuait de le mettre, ça ne le dérangeait pas. C'est moi qui devais lui dire que non, c'est déchiré, il faut changer. Il avait du mal à changer. Pour lui, c'était son jean, par exemple. Non, il ne voulait pas le... Voilà, le truc fait jamber de l'eau parce qu'il a grandi. Mais non, 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 c'est mon jean. Non, c'est mon jean. J'ai toujours eu ce jean-là, je veux mon jean. Donc, il a fallu apprendre ça. Tu peux rentrer là, Malcolm, si tu veux. Mais voilà, il vient de rentrer. Et du coup, il a fallu lui apprendre que tu peux... quand tu remplaces, tu te débarrasses d'un vêtement qui est déchiré ou je ne sais pas quoi, pareil, tu l'écris sur la liste de courses et quand ce sera le jour J, nous irons à Carrefour. Et on a fait le même cheminement. Tu vas dans un magasin et tout. Il a fallu d'abord trouver le magasin qui lui plaise, qu'il accepte d'essayer les vêtements, qu'il comprenne c'est quoi sa taille, etc. Qu'il s'adresse au vendeur. Quand par exemple, soit il ne trouve pas sa taille, ou bien il n'aime pas trop la couleur, vous aurez ça dans une autre couleur, etc. etc. Et puis des fois, tu as des vendeurs qui sont en train de papoter entre eux. Donc lui, il vient à côté, il attend. Donc ça aussi, il fallait lui apprendre que, bon, il y a un moment, tu lui dis, excusez-moi. Enfin, tu vois, des choses qui pour nous peuvent être toutes simples. Donc ça. Et pour les vêtements, il sait le faire maintenant. Il n'a plus besoin de moi. Et en plus, il a ses marques. Il a ses marques, il a ses magasins. Donc peut-être qu'il aura besoin de moi si un jour, par exemple, on change de ville ou on quitte la Guadeloupe et il n'y a plus ces magasins-là. Même pas. Parce que par exemple, le magasin qu'il aime bien, c'est Lacoste. Et enfin, tu vois, des trucs comme ça. Donc ça, il y aura ça même dans l'Hexagone. Mais enfin, il a repéré des magasins où il y a sa taille, où quand il le met, ça ne lui fait pas de jamber de l'eau, où c'est bon, il sait que comment ça va lui aller plus ou moins. Il a remarqué que ça lui va et que, bon, bingo, il ne démord pas. Même si tu lui dis, tiens, il y a un nouveau magasin de je sais pas quoi. Non, non, non. Lui, c'est bon. On va par là. Moi, j'ai l'habitude d'aller par là. C'est pas grave. Au moins, il n'est pas tout nu. Il est propre sur lui, ses vêtements, etc. Je n'ai plus à faire comme je faisais avant, de temps en temps, comme je fais pour Poupoune, ma fille qui a 7 ans, chaque juin-juillet à peu près, vider son armoire, lui faire tout essayer, trier ce qui est petit, noter ce que je dois racheter, etc. Et avant, je faisais ça avec Malcolm. Maintenant, je n'ai plus à faire ça. Donc voilà. Des fois, c'est lui qui me dit, il va à Destreland. C'est ce qu'il m'a dit, je crois, le mois dernier. Il va à Destreland parce qu'il a besoin de s'acheter des caleçons. Voilà, il est parti, il a été s'acheter ses caleçons. Voilà, j'ai rien eu besoin de lui dire quoi que ce soit. Voilà, tout s'est bien passé. Donc voilà. Donc il y a une phase d'apprentissage. Donc l'apprentissage, là, en ce moment, c'est ça. Et dans la deuxième partie parce que je t'ai dit, c'est 2 jours, le mardi après-midi et le jeudi après-midi. C'est soit on fait une recette ensemble, en fait on fait quelque chose qu'il aime bien, c'est-à-dire que il ne ressent pas ça comme si ça le force, ça le pèse, et oh là là on va faire ça, machin, non, on fait un truc qu'il aime bien et en même temps on essaye d'apprendre. Par exemple, je vais prendre un gâteau qu'il aura envie de faire, qui n'est pas forcément vegan, peu importe, c'est lui qui choisit ce qu'il a envie de faire, et si la recette c'est marqué pour 4 personnes, je lui dis de faire ça pour 8 ou 10 personnes, juste pour le faire, travailler, multiplier les trucs par 2, etc. Enfin, voilà. Rendre l'exercice ludique
et qu'en fait, il ne se rend même pas compte qu'il travaille, tout simplement. Voilà. Donc, c'est ça. Ensuite, et puis oui, donc ouais, le reste de sa journée, donc on a des jours où on travaille ça. Et après, franchement, il est à quartier libre. Il sait s'occuper de lui tout seul. Il sait quand est-ce qu'il doit faire son masque, son gommage, s'occuper de lui, se raser. C'est lui aussi maintenant qui me dit quand est-ce qu'il faut aller chez le coiffeur. Avant, c'était moi qui devais lui dire, mais regarde la longueur de tes cheveux, nanana et tout. Tout s'apprend. Et ensuite, une fois que tu as appris ça, tu passes au chapitre d'après, tu vois, pour qu'il soit de plus en plus autonome. Donc après, le soir, vraiment, il fait ce qu'il veut. S'il a envie de jouer, il joue. S'il veut, enfin voilà. Des fois, c'est lui aussi qui me dit qu'il a envie de manger dehors. Donc, je lui dis, monte dans la voiture, on va manger dehors. Alors, si Poupoune est avec nous, on y va tous ensemble. Si généralement, elle n'est pas là parce qu'elle est à l'école, on déjeune dehors. Ça nous fait un petit truc mère-fille. Mère-fils, pardon. Ou des fois, ce qu'il veut manger, c'est pas ce que je mange, donc je prends que pour lui. S'il me dit, par exemple, qu'il a envie de manger KFC, on va passer au drive, je lui prends son truc et on va à la maison et mange les affaires. Voilà. Je suis pas relou pour ça. C'est pas parce que moi je suis végane que ici tout le monde doit être végane. Non. Donc voilà, sa journée type. Ensuite, quand il est 19h, généralement il libère la télé parce qu'il sait que mon époux veut regarder le journal. Il remonte dans sa chambre et après il redescend. Clairement, il faut que je l'appelle à, je sais pas, genre presque 21h pour lui dire de manger, quoi, de descendre manger. Ça, vraiment comme un ado typique. Et il descend normal, tu l'appelles, Malcolm, oui maman, viens manger, on t'attend, machin, il descend, machin, il mange, ensuite il remonte, il met son pyjama et basta. Et puis quand tu montes dans sa chambre pour voir ce qu'il fait, alors il lit beaucoup, il aime beaucoup lire, il est très BD, hein, c'est pas livre, donc il lit beaucoup de BD. J'ai pris un abonnement Kindle pour lui, donc ce qui fait qu'il peut... C'est quand je reçois des mails en me disant il a commandé tel truc, machin, comme c'est par abonnement, donc il n'y a pas de supplément, je lui ai expliqué ce qu'il devait choisir, et je vois en fait le nombre de BD qu'il avale, voilà, qu'il lit, mais c'est des trucs genre à la Kid Paddle et des trucs comme ça, hein. C'est des BD d'enfants, quoi. C'est pas des BD d'adultes, on se comprend. Donc il lit beaucoup. Il écoute aussi de la musique, parce qu'il a un truc dans sa chambre pour ça. Et puis après, sinon, comme tous les ados, la télé est allumée, et je sais même pas s'il la regarde ou si ça fait un bruit de fond, mais enfin bref, le gars, il est dans son élément. Voilà. Voilà comment se passe sa journée. Ensuite, là j'ai une question qui n'a pas de rapport. On voit, ok, là aussi ça n'a pas de rapport. Quels sont les signes et comment as-tu su qu'il l'était, son comportement? Alors, j'ai fait une vidéo là-dessus. C'est dans la barre d'informations. N'hésite pas à cliquer, comme ça tu verras comment j'ai su qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et ce qui fait que je suis retournée, à l'époque, je suis retournée à l'hôpital, aux urgences. Et Malcolm devait avoir peut-être même pas un mois quand j'ai su qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, déjà. Ça faisait longtemps que je sentais que ça. Hein. Mais mon époux, à l'époque, qui était son père, et mon entourage me faisaient comprendre que je psychote, que l'enfant n'a rien, machin, machin. Et puis au bout d'un mois, j'ai dit, basta, moi je retourne, vous n'allez pas me faire croire ça, je vois qu'il y a un truc qui ne va pas, quoi. Donc voilà, donc tu verras ça, où je raconte tout ça. Ensuite, je crois que j'ai tout répondu. J'ai tout répondu. Dans cette journée-là, l'objectif est de sensibiliser à l'autisme, c'est-à-dire montrer, déjà démystifier un petit peu, que les gens comprennent qu'est-ce que c'est que l'autisme. Parce que oui, il y a encore beaucoup de personnes, lorsque je dis que mon fils est autiste, confondent autiste et otite. Donc ils pensent que c'est un problème avec l'ouïe, alors que pas du tout. Ou alors, à la télé, dans les médias, on te montre les deux extrémités. Soit celui qui est fortement atteint et qui a certainement plus de choses que l'autisme, qui a un retard mental, qui a peut-être, je ne sais pas, épileptique, qui a vraiment d'autres choses en plus que ça. Et cette personne reste gravée dans la tête des gens, donc ils retiennent ce format-là. Ou alors l'autre extrême, à la Einstein, puisque Einstein aussi justement était autiste, et qui se disent oh, mais ton fils il doit avoir un don, c'est quoi son don, qu'est-ce qu'il sait faire? Sauf que moi quand on me dit ça, à chaque fois je prends le même air étonné et enthousiaste en disant et toi c'est quoi ton don? Et là la personne te regarde avec des yeux comme ça,
Oui, parce que ils sont comme tout le monde. Il y a des personnes qui ont des dons, d'autres qui n'en ont pas. Ce n'est pas parce que tu es autiste que forcément tu as un don. Il y a aussi des gens qui sont au milieu, comme moi, normaux. On est là, quoi. J'ai pas de retard, mais je suis pas un génie non plus. Je suis là, quoi. Mon fils, c'est pareil. Il n'est pas dans les extrémités. Donc moi, ce que j'essaie de faire sur les réseaux sociaux, c'est de montrer tout ce qu'il y a entre les deux. Puisque dans les médias, on ne le voit pas suffisamment à mon goût. Il y a autant d'autistes, il y a autant de formes d'autisme que d'autistes. Ok ? Tu peux prendre deux personnes, tu peux prendre un autre autiste qui n'a pas de déficience intellectuelle comme mon fils, qui est verbal comme mon fils, qui a 23 ans comme mon fils, tu vas les mettre l'un à côté de l'autre, ils ne seront pas pareils. Parce que, comme nous, tu peux prendre comme moi une autre maman d'enfant qui a 46 ans, parce que j'ai 46 ans, qui est guadeloupéenne, tu la mets à côté de moi et on ne sera pas pareil, on n'aimera pas les mêmes choses, nos journées ne se ressemblent pas, parce que c'est la vie, c'est comme ça. Mais les gens veulent tellement te mettre dans une case que du coup, ils sont étonnés de voir à quel point c'est divers. C'est ça la beauté, c'est ça. Voilà, donc j'espère que j'ai répondu tout ça. Maintenant, je te mets la réponse à notre ministre, la réponse de notre ministre, ce qu'elle dit. Et encore une fois, c'est encore de la théorie, c'est sur les papiers. D'accord ? Parce que c'est pareil que si tu parles de l'emploi, on va te dire « Ah mais tout va bien en France, le chômage ne cesse de baisser, les gens sont de plus en plus qualifiés, les entreprises embauchent à tour de bras. » Dans la réalité, c'est pas ça. On connaît tous des gens qui sont sur les carreaux, qui n'ont pas de travail depuis combien de temps, ou alors ceux qui acceptent un travail, ils sont surqualifiés par rapport à le poste qu'ils occupent, mais c'est parce qu'il n'y a rien d'autre, etc., etc., etc. C'est la même chose. Mon fils ne peut pas intégrer une structure, ça c'est une question qu'on ne m'a pas posée. Il y a des masses, par exemple, qui existent, donc il y a des structures où qui accueillent des personnes qui sont autistes, mais ce sont des personnes qui ont vraiment un cas, comment je peux dire, un autisme assez sévère, si on peut dire ça. Ce n'est pas le cas de mon fils. Donc, en imaginant que demain je veuille l'inscrire là, ils ne le prendront pas. Ils vont plutôt privilégier un autiste qui a un retard mental, qui n'est pas propre sur lui, qui a besoin d'un accompagnement H24, plutôt que mon fils qui, lui, se débrouille, fait sa vie, etc. Donc, ce qui fait que là, ils ne vont pas le prendre. Il va vouloir travailler comme monsieur et madame tout le monde. Quand ils vont voir autiste, ils ne vont pas le prendre. Le fait que tu es entre les deux, tu es nulle part. Donc, voilà, c'est ça le souci. Donc, quand on me dit, oui, mais il y a plus de structures en France, peut-être tu aurais trouvé un truc pour ton fils. Non, puisque il n'y a pas de structure qui existe pour mon fils, à part le foyer de vie. Mais à la base, je n'aurais même pas spécialement voulu qu'il soit dans un foyer de vie, j'aurais voulu qu'il soit chez lui. Donc, que je sois ici ou en France, ça aurait été la même. J'aurais été au Canada, peut-être que là, il aurait pu avoir plus d'activités. Il y a quelques années, il faisait du sport, Malcolm, il faisait du triathlon. C'est lui qui a voulu arrêter et qui, là, n'a pas envie, il n'y a rien qui l'intéresse. Je pense qu'il est comme sa grande sœur. Le sport et lui, ça fait 10 000, il n'a pas envie, il ne veut pas. Donc, je ne veux pas le forcer. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Je crois que j'ai beaucoup parlé même. Je vous fais de gros bisous. Madame la députée Servanug, d'abord je veux vous remercier d'attirer notre attention à tous sur l'autisme et les troubles de neurodéveloppement et d'avoir parlé de cette journée du 2 avril qui est la journée mondiale de l'autisme. Alors oui, depuis 2018, la stratégie nationale a déployé 550 millions d'euros qui ont été de crédits nouveaux qui ont été mis en œuvre dans le cadre de cette stratégie. Structurer la recherche d'abord, vous l'avez dit, 5 centres d'excellence qui ont été formés, structurés, un groupement d'intérêt scientifique, ce qui fait que la recherche nationale est à l'avant-garde de la recherche européenne aujourd'hui et je crois que ça peut être une fierté pour nous. Deuxièmement, bien sûr, repérer précocement les enfants, prendre en charge précocement au sein de ces plateformes de coordination, 97 plateformes qui ont été créées et 41 000 enfants pris en charge au sein de ces plateformes depuis qu'elles ont été constituées. C'est assez important pour être souligné. Bien entendu, les dispositifs médico-sociaux qui ont été inclus dans l'école, que ce soit l'école maternelle, l'école primaire, les collèges, 440 dispositifs médico-sociaux afin d'aider ces enfants à intégrer l'école de la République.
Et puis, bien sûr, l'emploi accompagné, parce que ces personnes-là accèdent à l'emploi également et on les accompagne à pouvoir rentrer dans les entreprises et accéder à des emplois de qualité. Et puis, nous avons bien sûr mis en œuvre des lieux pour les autistes avec des troubles très complexes, des lieux de résidence afin de les protéger et de faire en sorte de les prendre en charge de façon efficace. Alors, nous allons poursuivre la construction avec une nouvelle stratégie nationale qui est aujourd'hui en construction avec les associations, avec les personnes concernées. Comme d'habitude dans le handicap, tout se construit avec associations et personnes handicapées. La vidéo est terminée. Prenez soin de vous. Je suis revenue dans le monde du soin et de la beauté après pas mal de négligence envers moi-même. Donc, je vais bientôt faire une vidéo pour te montrer ma routine soin corps, ma routine soin visage aussi. Je t'ai déjà montré ma routine soin capillaire, le lien est dans la barre d'information. Donc, on va continuer dans ça. Bisous et puis à bientôt. C'est tout pour moi. Et n'oublie pas, prends soin de toi.